Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Deret et comme toujours je suis accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre ? Ça va super Julien, merci bien. Alors aujourd'hui au programme on parle de composition d'équipe. Comme sujet principal, on va évidemment évoquer le principe agile du mois de juillet. Nos problématiques actuelles, on va évoquer les outils de l'épisode. Mais pour commencer, on voulait vous remercier pour tous vos retours sur le premier épisode. On a compilé un peu tout ça, on a débriefé ensemble, on a fait le tri. Ça nous a permis de réfléchir et de se demander encore un peu plus ce qu'on recherchait vraiment, nous, dans ce podcast, quelle était notre cible, ce qu'on voulait que les auditeurs en retirent comme information. Ça nous a permis de voir aussi qu'on était tous les deux toujours bien alignés sur tout ça. Donc c'est évidemment important. Donc, merci pour vos retours et n'hésitez pas à continuer à nous remonter toutes vos réflexions pour qu'on fasse ça ensemble, Pierre et moi, mais aussi évidemment que vous puissiez en tirer quelque chose. Le principe agile du mois de juillet, donc pour rappel, chaque mois on évoque un principe du manifeste agile, de façon à s'interroger sur l'application qu'on en fait ou pas. Et le principe du mois de juillet, c'est donc, attention, accueillez positivement les changements de besoin, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Est-ce que, par hasard, ça t'inspire quelque chose ? Alors, pas vraiment. Évidemment que si, mais c'est un des principes agiles qui est le plus compliqué, je pense, puisque c'est justement celui où on doit accepter positivement les changements de besoin. Évidemment, c'est ceux qui ont le plus gros impact au niveau du développement. Donc, l'idée, c'est qu'avec nos petits process, on met tout en place pour que ça avance bien. Le problème étant, et surtout même tard dans le projet. Alors, pour commencer, je pense que généralement, la plupart des équipes qui utilisent Scrum sont sur des sprints de 2 semaines. Ce qui veut dire que déjà, de par le fait d'avoir que 2 semaines, c'est difficile, même du niveau du business ou d'une entreprise, de justifier que quelque chose doit changer dans un laps de temps de moins de 2 semaines, autrement le business meurt. Donc déjà rien que ça protège. Alors évidemment, si des gens sont sur des sprints d'1 mois, c'est déjà plus compliqué, puisque ça veut dire qu'il y a moins de place pour justement s'adapter au changement. Pour donner un peu les deux extrêmes, donc je pense que 1 mois c'est trop long, 1 semaine c'est trop court, compte tenu des ceremonials qui doivent avoir lieu dans le sprint. Donc c'est pour ça que je pense que 2 semaines c'est bien. Après, ça va être intéressant à discuter un peu plus, puisque justement on a eu quelques petites choses comme ça qui ont dû changer assez rapidement. Et donc du coup, les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Je pense que c'est toujours ce qui doit rester en tête. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des changements qui n'ont pas été prévus dans le sprint, donc c'est arrivé avec mon équipe, c'est assez mal reçu généralement. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils vont demander « mais pourquoi on l'a pas su avant ? Mais pourquoi on nous a pas prévenu ? Mais pourquoi ça change maintenant ?» Et donc toutes ces choses-là, c'est complètement normal, puisque justement on s'habitue à ces process qui sont assez clairs pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change en cours de sprint, c'est généralement mal reçu par les ingénieurs. Après, c'est comme toujours, je pense principalement comment c'est communiqué. C'est-à-dire que si le business met bien en avant pourquoi il demande ça, et je veux pas dire qu'ils doivent s'excuser de devoir le faire, mais ils doivent sentir que c'est pas normal qu'ils aient à le faire. Mais s'ils le font et qu'ils ont une bonne raison, généralement les ingénieurs le prennent très bien. Et donc je vais donner l'exemple que j'ai particulièrement au boulot. Donc on a eu un changement au niveau d'un de nos providers, donc un third party qu'on utilise au niveau bancaire, qui ont eu un changement de dernière minute suite à un problème qu'ils avaient de leur côté. Et évidemment, on a dû régler ça le plus rapidement possible. Et donc, de par la raison pour laquelle on a eu un problème avec le third party et ça venait pas de nous, ça a été relativement bien accueilli par les ingénieurs, puisqu'ils se sont dit évidemment qu'il faut qu'on fasse ce changement maintenant, sinon nos clients vont avoir un problème. Et donc je pense que généralement c'est quelque chose qui change en dehors du business, c'est généralement même mieux accueilli que si c'est le business qui le change, parce qu'il y aura toujours la question de mais pourquoi on n'en a pas parlé avant. Et donc pour ces choses-là, je pense que c'est reçu plutôt positivement quand ça vient du business et que ça a été principalement discuté pendant peut-être des semaines et que ça nous tombe dessus d'un coup. Là généralement c'est un problème au niveau du process en général. Voilà, j'ai parlé un petit peu longtemps, mais c'est un petit peu mon idée que j'ai dessus. Ouais, c'est marrant, ça me permet de rebondir sur plusieurs choses en fait. Déjà, je trouve ça intéressant que tu commences en disant que tu trouves que c'est le plus complexe, alors que
Moi, c'est un peu l'inverse, c'est qu'il m'apparaît un peu comme une évidence. Alors, les évidences sont pas forcément faciles, hein. Et ta petite histoire, ça me fait penser que, effectivement, je trouve que ce qui est important finalement dans cette phrase, c'est évidemment accueillir positivement le changement, etc. Mais c'est aussi le changement, pourquoi? Pour donner un avantage compétitif au client. Et je trouve que ça nous fait... ça nous pousse un petit peu à la réflexion, en fait, à se dire, ok, il y a un changement qui est brutal en plein milieu du projet ou du sprint ou peu importe. Pourquoi? Est-ce que ça vaut le coup de faire ce changement? Et je trouve que c'est un outil qui peut être assez élégant et assez puissant pour quand il y a vraiment un changement comme ça qui est apporté par le business, de pouvoir se questionner et questionner l'équipe produit ou quoi que ce soit, pour dire, bon, est-ce que c'est vraiment urgent à ce point-là, quoi? Est-ce que ça va vraiment nous permettre d'avoir un avantage compétitif? Et de l'autre côté, si c'est effectivement le cas, ça rend la chose plus facile à vendre à l'équipe au final, parce que voilà, voilà pourquoi on doit le faire là maintenant. Et C'est ça, je pense vraiment là où j'insisterai beaucoup, c'est que quel que soit le changement, donc qu'on soit Scrum Master, chef d'équipe, quel que soit le niveau, je pense que vraiment ce qui est important, c'est justement de donner le pourquoi aux ingénieurs, et c'est vraiment ce qui va les aider à sentir que oui, c'était pas prévu, on n'avait pas calculé ça dans le sprint, quoi que ce soit, mais il y a une très bonne raison de faire ce changement maintenant. Et tant que cette raison, elle est valide et claire à tous les niveaux, le changement sera bien reçu au niveau de l'équipe. Et il y a de fortes chances que l'équipe traite ça le plus rapidement possible. Puisque justement, s'il y a ce changement qui est fait à la dernière minute, c'est généralement qu'il y a une bonne raison. Évidemment, s'il n'y a pas de bonne raison... je pense que l'équipe est dans son droit de pousser et dire backlog. Mais en effet, si jamais on appelle ça les do or die dans l'entreprise, c'est des choses qui pourraient en fait nous sortir du business complètement si on venait à pas les mettre, à pas le faire au bon moment. Et cela, je crois que un an que j'ai été chez GetGround, par exemple, je crois qu'on en a dû en avoir 3. Et à chaque fois, ça a bien été communiqué le pourquoi on avait besoin de faire ces changements à la dernière minute, qui n'était pas du tout prévu. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Oui, moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est le waterfall et les cycles en V qu'on apprend à l'école. En fait, quand j'ai lu cette quote pour préparer l'émission, directement, je me suis dit, mais non, j'ai jamais eu ce problème, quoi. Enfin, évidemment, t'as le problème, mais juste l'idée même de se dire les changements qui arrivent même tard dans le projet, rien que parler de projet, ça me fait... Ça me fait un peu peur, ça me donne un peu des... Ça t'irrisse le poil. Ouais, c'est ça me donne un peu des frissons et je repense au... Donc c'est un peu pour ça que je disais ça vient comme une évidence, parce que moi j'ai eu la chance de quasiment toujours travailler en agile en fait, et donc du coup au moins on peut au moins se poser la question sans que ça... tout en sachant que ça va pas forcément tout casser, quoi. Et ce que ça m'évoque aussi, c'est que ça demande de découper le travail en petits morceaux, comme tu disais, les sprints. Et même finalement, les sprints en eux-mêmes, c'est important qu'ils soient découpés en petits morceaux, de façon à ce que même si tu t'arrêtes le sprint aux 3/4, peut-être qu'il n'y a pas tout qui est acheté, quoi. Peut-être qu'il y a des trucs que tu peux ship quand même. Donc voilà, ça m'évoque ça aussi, quoi. Le fait que découper en les morceaux les plus atomiques possibles, ça permet de un petit peu moins se poser les questions et que ce soit un peu moins problématique quand on doit tout casser et attraper un besoin exceptionnel. On va attaquer le sujet principal. Composition d'équipe. C'est toi qui es venu avec ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est ça. Alors ce sujet-là, alors pour moi, il est d'actualité et on en discute pas mal au boulot en ce moment. Donc l'idée, c'est que, alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment composer une bonne équipe, à rajouter agile avec un point d'interrogation. Donc par exemple, quelques questions qu'on se pose généralement quand on pense à une équipe. Quelle serait la taille idéale? Quelle serait la balance qui a besoin au niveau des skills, des talents des gens dans cette équipe-là? Est-ce que la règle de Scrum, donc 3 à 9 personnes dans une même équipe, est-ce que c'est réellement viable? Ou est-ce que justement
peut se permettre de faire des entorses à cette règle. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir, par exemple, plus de 9 personnes? Et si c'est le cas, pourquoi? Et d'autres, du coup, questions qui viendraient. Donc, à quel moment, par exemple, dans une entreprise, on a besoin de créer une nouvelle équipe? Quelle est donc la raison pour laquelle on la créerait? Et est-ce que tous les nouveaux devraient être dans une nouvelle équipe? C'est-à-dire, par exemple, on a 2 équipes complètes, n'importe qui vient dans l'entreprise rejoint la 3e équipe. Est-ce que c'est une bonne idée, ou alors est-ce que c'est toujours intéressant d'avoir un mix entre, on va dire, des vétérans d'une entreprise qui ont un peu attrapé l'ADN de la boîte, et de pouvoir les mixer justement avec des nouveaux qui viennent avec une ADN d'une autre entreprise, ou qui viennent avec leur propre ADN, si c'est des relativement juniors. Est-ce que ça t'inspire, Julien? Ça m'inspire... Oui, ça m'inspire de la méfiance. Le sujet des équipes, c'est toujours hyper, j'allais dire touchy, c'est pas ça, mais c'est compliqué. C'est des questions compliquées. Je pense pas qu'il y a un one size fits all. Je pense pas qu'il y ait une grande réponse qui marche dans tous les cas. Mais la règle de Scrum, la règle de la pizza pour entre 3 et 9 personnes, moi j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. C'est vrai qu'après, quand tu commences à être un peu plus gros, je trouve organiquement, l'équipe commence à se subdiviser un petit peu assez naturellement, je trouve. La communication c'est un peu plus difficile d'avoir tout le monde au même niveau d'information sur tous les sujets. Et à l'inverse, moins de 3 personnes, j'ai le cas au travail. Ça crée d'autres problèmes, parce que par exemple, si tu travailles sur 2 sujets en même temps, ben voilà, chaque personne travaille et toute seule à travailler sur un sujet, et du coup t'as moins de communication, t'as peut-être un peu moins de motivation au bout d'un certain moment, t'as beaucoup moins de partage de connaissances, etc. Donc en fait, dès que tu commences à avoir au moins 3 personnes, là il commence à y avoir un pivot dans l'équipe, et ça commence à avancer. Donc moi, cette règle de 3 à 9, je trouve pas mal. Après, sur l'idée de est-ce qu'il faut faire une équipe de noob, ou une équipe où par mesure, j'ai tendance à faire un petit peu comme de l'élevage cold, c'est juste hop, tu rajoutes un petit peu de la cuvée de cette année, et puis comme ça il y a les millésimes de l'année dernière et des années d'avant qui vont apprendre au nouveau vin. J'aime beaucoup la métaphore. Non, elle est pas mal du tout. Mais non. Alors pour continuer là-dessus, alors personnellement, je pense que c'est important, et je parle d'autant plus du fait donc actuellement on a 2 équipes, donc on réfléchit à avoir une 3e, potentiellement une 4e, et ainsi de suite. Et c'est vrai que je pense que justement dans le cas où on est une start-up qui est en train de grossir, mais voilà, on a des personnes qui sont là depuis 2 ans, et le rythme en fait de recrutement est juste en train d'exploser maintenant, et du coup on va se retrouver assez rapidement à avoir plus de la moitié de l'entreprise qui est nouvelle, donc de moins de 6 mois, contrairement à d'autres comme nous qui ont passé plus d'1 an déjà dans l'entreprise. Et du coup c'est vrai qu'il y a cette idée de transférer un peu l'ADN de l'entreprise, et de contaminer en fait littéralement les nouvelles personnes qui vont venir, pour leur expliquer en fait comment on fonctionne, quelles sont les attentes, quels sont voilà un petit peu le cadre de vie d'un employé chez nous. Et c'est vrai que là-dessus, donc c'est pour ça du coup donc la règle des 9, je pense qu'elle s'applique, mais par exemple dans notre cas, on avait une équipe de 9 très bien structuré, et là on vient d'ajouter une 10e personne qui est en fait un QA qui nous a rejoint, et donc avant évidemment de l'acheter dans une nouvelle équipe, on veut qu'elle soit avec nous pour bien comprendre les process, comment on fonctionne, comment sont nos process au niveau Scrum, au niveau même des QA, enfin voilà, comment on communique dans l'entreprise, enfin et spécifiquement dans notre équipe, et donc c'est pour ça, je pense que cette règle là, oui, mais je pense que pour les personnes qui sont, on va dire en transit, je pense qu'il y a une certaine liberté de se permettre d'avoir, et aussi, donc pour revenir à ça, j'ai discuté avec mes ingénieurs, ce qui était assez intéressant, et on s'est rendu compte, donc là, ça y est, on a 3 back-ends dans l'équipe, et donc avant, pendant un bon moment, ils ont été que 2, et en fait, le fait d'être 3, ça paraît bête, mais ils ont dit qu'à chaque fois, par exemple, qu'ils ont une décision technique à prendre, le fait d'être 3, en fait, ça permet d'avoir plus de balance, et du moins d'avoir une personne qui va être toujours un petit peu plus en retrait, ou par exemple, normalement, si par exemple les 2 personnes étaient très motivées pour faire une implémentation, voilà, et qui sont d'accord
grosso modo sur l'implémentation, ils vont pas forcément creuser plus que ça. Alors que si une troisième personne qui est un peu plus réticente et qui dit attendez, et ça, un petit peu plus pointilleuse, ça permet d'avoir une discussion et du coup une solution qui sera forcément meilleure puisqu'elle aura été pensée plus profondément dans l'analyse. Et c'est justement là où j'aime bien cette idée d'avoir trois personnes d'une même stack technique. Alors dans notre cas, c'est assez simple puisque on arrive à une équipe qui a 3 back-end, 3 front-end. Et en fait, on a 3 personnes qui sont support, c'est-à-dire une personne du produit, une personne du design et un QA. Et je pense que 9, ça me semble le chiffre magique pour nous, dans le cas où en fait on a deux tiers de l'équipe, donc un tiers front-end, un tiers back-end et un tiers support, pour du coup supporter le produit et le QA. Mais il y a cette idée où en fait on arrive à avoir donc 3 ingénieurs de chaque côté et ça permet justement d'avoir cette balance un petit peu aussi rien que d'un point de vue justement du niveau on va dire de la seniorité des ingénieurs qu'on peut placer. C'est beaucoup plus facile d'avoir un junior avec 3 personnes, enfin du coup avec 2 personnes qui le soutiennent et un junior en plus, plutôt que d'avoir que 2 développeurs dont un sera junior. Là c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire que littéralement chaque minute qui est passée à aider le junior à justement progresser ou à résoudre des problèmes, c'est automatiquement 0 bénéfice sur le sprint, alors que s'il y a 3 personnes, ça permet qu'il y en ait toujours un qui bosse sur le sprint pendant que l'autre s'occupe du junior. Et donc ça permet de balancer, je trouve, plus facilement, d'incorporer des nouveaux membres dans l'équipe. Ouais, effectivement, j'étais en train de me poser la question de c'est quoi le... Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu préfères avoir une équipe de plus de 9 ou une équipe de moins de 9? Enfin, c'est quoi le pire? C'est quoi le mieux? Effectivement, je me dis que ouais, avoir une plus grosse équipe, on avait un petit peu le cas à Arthos, si tu te rappelles bien, dans la boîte dans laquelle on bossait. On bossait tous les deux fut une époque. On avait une équipe qui a grossi comme ça un petit peu et on se disait, c'était un débat pendant très longtemps de comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on la coupe pas, est-ce que c'est trop gros, est-ce que c'est pas assez, gna gna gna. Et au final, il me semble, on avait décidé avec le CTO surtout de juste en fait laisser les choses se faire et que au bout d'un moment, à force d'embaucher et de rajouter des gens, naturellement, ça allait se découper un peu plus organiquement. Ouais. En fait, maintenant, j'ai tendance à penser que quand une équipe est trop grosse, tu le ressens en fait et ça se voit et j'ai l'impression que ça se découpe assez naturellement finalement. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas ce problème-là, voilà quoi. Tant que le chiffre est bon, peu importe le chiffre, tant que le travail est bon, que la communication est bonne, etc. Il n'y a pas vraiment de raison d'aller essayer de chercher un nombre arbitraire comme ça. C'est ça. Alors du coup, pour revenir spécifiquement à la problématique qu'on a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a techniquement suffisamment d'ingénieurs et donc très bientôt suffisamment de support. Donc c'est-à-dire on va arriver. Donc là, on était sur 2 équipes. Et on est en train de réfléchir à la 3e équipe. Et la question, en fait, c'est est-ce qu'on se permet de retirer des ingénieurs des 2 équipes existantes et de créer une 3e équipe, ce qui veut dire qu'on aura des équipes plus lean dans le sens, donc on serait sûrement sur 2 front-end, 2 back-end, mais toujours 3 personnes pour les supporter. Et du coup, j'ai 2 questions qui viennent et pour en discuter un petit peu. Est-ce que donc un designer, un product et un QA pour 4 ingénieurs, est-ce que c'est pas un peu de l'overkill? Du coup, est-ce que 6, c'est pas mieux au niveau de la charge de travail qui sera endossée? Et du coup, c'est la première question. Et la deuxième, pourquoi? Quel est l'intérêt d'avoir des équipes plutôt lean? Et à l'inverse, quel serait l'avantage d'avoir des équipes qui soient plutôt grosses, justement? Alors, sur le deuxième point, parce que le premier, pour le coup, c'est vraiment une question pour toi directement, Julien. Sur la deuxième, j'ai un petit peu mon idée, c'est-à-dire que dans l'idée où je le vois, c'est-à-dire que je vois plus facilement une équipe lean si jamais on a un projet qui est parfaitement là, au niveau du scope, c'est-à-dire au niveau de ce qui est prévu d'être fait. On a une équipe où on sait que on a envie d'y passer. On sait que ça va être un projet qui va prendre en grosso modo 6 mois, peut-être 1 an. Et on sait qu'avec une équipe de 4 ingénieurs, ça peut suffire. À l'inverse, je pense que plutôt on est des projets où on sait qu'on a des produits, mais on ne sait pas exactement quels vont être les ajouts qui vont être faits sur ce produit. Je pense que là, avoir une grosse équipe, ça aide, puisque que ce soit un petit ajout qui soit fait sur le produit. Dans ces cas-là, l'équipe peut prendre du temps supplémentaire pour peaufiner l'existant. Mais au cas où on a une grosse feature qui arrive et on la veut vraiment assez rapidement, je pense que là, ça sert d'avoir une équipe qui est grosse parce que dans ces cas-là, ça permet de pouvoir pousser plus rapidement la nouveauté sur le produit. Ouais, je sais pas si tu partages cet avis ou. Ouais, ça se tient pas mal, je trouve. Je suis assez d'accord avec
par rapport à la première question, donc c'était est-ce que c'est de l'overkill d'avoir un product, un QA pour 4 ingés? Un product, un QA, un designer pour 4 ingés. Ouais, bah, je vais te dire, ça dépend vachement en fait. Enfin, ça dépend de la vélocité de l'équipe. C'est ça. Si c'est 4 seniors qui connaissent la stack sur le bout des doigts et qui connaissent le domaine hyper bien et qui avancent comme des mules, bah moi ça me semble pas. Ce serait peut-être même un peu short. Ouais, presque. Surtout au niveau du QA, le QA ça peut vite devenir un bottleneck. Mais voilà, à l'inverse, si c'est une équipe qui est junior et ou qui découvre la stack et ou le domaine, etc., ça peut évidemment, ça peut être long. Donc ça dépend, je dirais, ça dépend de la vélocité des développeurs. Alors, je pense que je pense que spot on, c'est vraiment ça, je pense, qui devrait décider. Parce que comme de fait, on peut mettre 4 juniors dans une équipe et un senior dans l'autre, et peut-être que l'outcome sera le même. Donc c'est vrai que c'est plutôt en fonction du calibre des ingénieurs qu'on met, plus que le nombre vraiment. Je suis d'accord. Et aussi la connaissance, je pense, c'est important. C'est pour ça que du coup, du moins dans la vision que j'ai, et ce que je pense être le plus simple, c'est-à-dire que pour moi, ce serait de grossir les équipes, même si elles deviennent un petit peu plus grosses, puisqu'au moins il y aura du transfert de connaissances, il y aura toujours quelqu'un qui sera là, donc quelqu'un d'expérimenté, et j'entends par expérimenté qui a plusieurs mois d'expérience dans l'entreprise et sur la code base, va évidemment être beaucoup plus à l'aise pour répondre à certaines questions et certaines problématiques. Et je pense, du moins de ma vision, dans un premier temps, ce serait de grossir les équipes existantes, même au-delà de la taille idéale qu'on a, et seulement si et quand on est confiant qu'on a suffisamment de personnes qui ont la connaissance, alors on peut créer la troisième équipe, et on peut même se permettre de même encore réduire l'équipe existante. Donc si on partait sur 6 ingénieurs, mettons qu'on grossisse à 8-9 ingénieurs même dans une équipe. À ce moment-là, on peut se permettre de créer évidemment une autre équipe, voire même réduire l'équipe existante pour peut-être en faire 2 autres. Donc non, je trouve ça a beaucoup de sens. Ouais, il vaut mieux avoir plusieurs, plus voire trop d'ingés ensemble qui vont pouvoir transférer à fond et puis bâtir une histoire aussi ensemble, hein, parce que quand on parle d'équipe, c'est hyper important. Je crois qu'on mentionnait ça pendant le dernier épisode. Créer une histoire ensemble et avoir des war stories. Avoir du vécu, c'est hyper important. Il vaut mieux ça qu'avoir des développeurs isolés qui sont tout seuls et qui avancent pas je veux dire, dans leur compréhension de la stack, parce que ils vont toujours résoudre les mêmes problèmes avec les mêmes solutions, et voilà, ils vont être frustrés. Non, c'est vrai. Et je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que je pense que c'est d'autant plus vrai avec le remote, parce que avant, c'est-à-dire, à nouveau, je reprends l'exemple d'Arthos, mais sans être dans la même équipe, on passait énormément de temps à communiquer parce qu'on était physiquement dans le même open space à 3 mètres d'écart dans les bureaux. Mais c'est vrai que maintenant, avec le remote, si jamais c'est un ingénieur avec qui tu ne travailles pas au jour le jour, ou du moins sur le même scope au niveau du sprint, c'est vrai que tu as très peu de chances de parler avec cette personne-là. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on a un ingénieur. Donc on a eu 2 ingénieurs back-end qui nous ont rejoints il y a maintenant quasiment 6 mois. Un qui est venu dans mon équipe et un qui est venu dans l'autre équipe. Évidemment, celui qui est dans mon équipe, je le connais très très bien et on a ce genre de war story ensemble. Mais c'est vrai que pour l'autre back-end engineer qui nous a rejoint, j'ai très 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 peu parlé avec lui. Si j'ai passé plus de 2 heures en appel et en meeting avec lui, ce serait déjà beaucoup. Et c'est vrai que du coup, si je venais demain à travailler avec lui, je devrais le découvrir lui, enfin voilà comment il travaille, qui sait vraiment, parce que je le connais quasiment pas, pour ainsi dire, et je parle de ça, on est même pas 30 ingénieurs dans l'entreprise, quoi. Donc c'est dire à quel point même juste en remote, le fait de pas être dans la même équipe, ça cloisonne pas mal les gens. Après voilà, là je prends l'exemple du back-end parce que moi je suis spécialisé dans le front-end, donc évidemment les front-end, que ce soit dans n'importe quelle équipe, on discute ensemble à travers la guilde qu'on a, donc on a au moins un check d'au moins 1 heure chaque semaine ensemble, mais voilà, par exemple le back-end qui est pas ma spécialité, je vais pas dans leur guilde quand ils ont leur conversation, et évidemment cet ingénieur là, je parle quasiment jamais avec lui. Donc ouais. C'est vrai que c'est intéressant aussi de penser de ce point de vue là au niveau relationnel des gens, c'est-à-dire les expériences, ou du moins la connaissance qu'ils ont de chacun, parce que in fine ça va être la confiance qu'ils ont l'un envers l'autre, et ce qui va produire une bonne équipe justement. Exactement, de ça découle tout le reste, hein. Tu vas se permettre les commentaires que tu vas mettre dans une pull request, par exemple. C'est ça, ouais. Tu vas pas
Si tous les deux, quand tous les deux on bosse sur des sujets ensemble, quand on se fait des pull requests, on n'hésite pas quand on se dit les choses franchement, et puis on n'a pas peur de voilà, là je veux lui donner un conseil, mais en fait peut-être qu'il va le prendre comme ci comme ça et tout machin. Et en fait on se connaît tellement bien que on y va quand on fonce et c'est vrai que quand t'as quand t'as des gens qui ont passé moins de temps ensemble, c'est plus difficile et créer ce climat-là de confiance en remote, en télétravail, c'est hyper compliqué, c'est d'autant plus compliqué. C'est une vraie problématique hein, que nous on rencontre parce que nous à Swissborg on est beaucoup remote et on se pose vraiment la question quoi. Est-ce que on découvre un petit peu en fait le terrain du full remote et on se pose la question, tu vois, est-ce que on n'a pas atteint un maximum quelque part, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à atteindre en étant full remote? Moi je suis convaincu que ça n'empêche pas, mais que ça va demander des efforts différents et des outils différents. Mais je pense pas qu'il y ait fondamentalement de limites qui soient posées par le remote, mais c'est vrai que ça demande de réfléchir les choses un peu différemment et de mettre l'accent sur ça, quoi. Parce que justement, quand t'as une équipe avec 2 développeurs back-end, ils communiquent pas forcément beaucoup. Pour peu qu'ils aient pris l'habitude de pas forcément trop se côtoyer et de prendre chacun leur ticket de leur côté, finalement t'as 2 personnes qui sont très très compétentes et très efficaces, mais qui communiquent pas beaucoup quoi au final, et ça pose tout un tas de problèmes qu'on connaît hein, de résilience au niveau de l'équipe, etc. Et en plus de partage de connaissances et tout. Je trouve en remote on a beaucoup plus tendance à choisir la facilité et à prendre les tickets et à se dire de toute façon je peux avancer tout seul, en plus un peu quand je veux, comme je veux, donc du coup je le fais comme ça, plutôt que de collaborer, et parce que collaborer c'est un peu plus compliqué, même si finalement quand c'est rentré dans ta culture et que tu as l'habitude, encore une fois hein, quand on bossait à Arthos et quand on était remote, quand on est passé remote après le premier confinement, enfin pendant le premier confinement, toi et moi on passait nos journées entières sur Teams juste à discuter en codant à côté quoi. Mais ça c'est vraiment une culture à approcher. D'ailleurs je digresse un peu, mais je sais pas si tu as vu les nouvelles fonctionnalités que Slack du tout. Ils ont annoncé qui se rapproche carrément de Discord en fait, où tu peux te mettre dans un channel et dire boum, je suis en duo dans ce channel, et puis les gens peuvent venir aller et venir un petit peu du channel, avec un peu dans l'idée de créer un truc un peu plus organique quoi, un peu comme si tu rentres dans une pièce ou quoi. D'accord. Bon, j'imagine déjà qu'on va avoir un coffee break room oui, voilà. en Slack channel, mais non, carrément, je l'ai sous les yeux là. Non, ça a l'air intéressant. Mais justement, ces genres de choses, par exemple, je sais que à nouveau on digresse, mais on a intégré Donuts sur notre Slack. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, Donuts c'est simplement un petit plugin sur Slack, et en fait ça permet de matcher aléatoirement 2 personnes sur le Slack. Donc en fait ça va créer une conversation avec le bot Donut dans la conversation. Donc le bot Donut va par exemple dire voilà quelques icebreakers et tout ça. Et l'idée en fait c'est que les personnes donc communiquent, se mettent d'accord sur une date pour avoir un appel. Donc la plupart du temps c'est une présentation si les personnes se connaissent pas. Et si c'est des personnes qui se connaissent déjà, ça permet simplement de prendre un petit peu de nouvelles avec des personnes qu'on connaît mais qu'on travaille pas forcément avec ou dans la même équipe, ou alors même si c'est dans l'équipe, ça permet simplement de prendre 15-20 minutes pour discuter simplement de personne à personne, complètement indépendamment du travail. Et c'est justement, je pense que c'est important cet aspect social, mais pour rejoindre du coup notre discussion, je pense que l'aspect du coup social et justement le fait d'avoir les war stories, mais d'avoir un peu cette idée je suis désolé, j'ai que les mots anglais qui me viennent en tête, le milestone ou les achievements qu'on a réussi à faire ensemble, ça joue pour beaucoup. Par exemple, voilà, je sais que dans l'équipe, on a un peu un gimmick ou un running gag qui revient en permanence sur quelques bugs qu'on a
l'a fixé, certains étant même tard le soir quand on l'a fixé avec l'équipe. C'était pas plaisant sur le moment, mais après coup, ça fait un peu des bonnes histoires à raconter au coin du feu de ce qu'on a pu faire. Et quand sur le coup, on n'était pas content de devoir faire ces fixes-là, mais avec le recul, en fait, on en parle maintenant en rigolant parce que voilà, c'était assez drôle de devoir le faire. Pas plus tard que c'était vendredi dernier, j'étais en train de fixer un bug avec quelqu'un du back-end et donc sur une des hotfixes que j'ai en train de faire, je me suis emmêlé les pinceaux entre deux branches, ce qui fait qu'en fait, je devais juste avoir le hotfix et je me suis retrouvé à pusher tout ce qui était sur develop sur la master branch. Alors évidemment, j'ai pas merge le commit, mais et ce qui est marrant, c'est que à la seconde, enfin une minute après, j'étais littéralement en train de dire mince, je vais devoir revert et force push, et j'ai eu un de mes ingénieurs qui s'est connecté littéralement, qui a dit les gars, qu'est-ce qui se passe, vous êtes sûrs de ce qui est en train de se passer? Et ce genre de choses, c'est appréciable parce que justement, ça prouve que les gens prennent soin en dehors, et c'est justement parce que on a l'équipe voilà qui est ensemble depuis 6 mois, on travaille tous ensemble, et donc chaque personne se sent responsable de ça. Et n'hésite pas à venir aider quand il y a besoin. Et voilà, ça, si on n'avait pas une équipe qui s'était construite sur les 6 derniers mois, et ben ça, clairement, si je suis dans une équipe avec des inconnus depuis 2 semaines, personne ne va prendre la peine de venir contrôler si de fait il y a un risque que ce qui soit sur développe parte en prod directement. Donc forcément c'est appréciable, et à nouveau c'est uniquement parce qu'on a passé autant de temps ensemble dans la même équipe qu'on s'apprécie et qu'on prend soin les uns des autres. Mais ce qui serait pas le cas évidemment si on était tous nouveaux dans une équipe, quoi. Ouais, effectivement, il y a les prises d'initiative sont pas les mêmes et Exactement. Cool. Je te propose qu'on continue sur qu'on clôt le sujet et qu'on passe sur nos problématiques actuelles. Oui. Limite, on change pas de sujet. C'est mes problématiques actuelles, c'est comment garder une équipe tech engagée, en particulier en remote, quoi. Comme je disais, on commence à se rendre compte un petit peu des limites du remote, mais on n'a pas envie de lâcher le morceau, hein. Mais voilà, sur des prises de décision, sur les prises d'initiative, c'est pas toujours évident, et comme on le disait tout à l'heure, hein, les différentes équipes vont un peu moins interagir ensemble, parce qu'en fait les gens interagissent ensemble que quand ils sont en réunion au final. Donc si tu fais pas explicitement des réunions entre deux personnes, s'ils sont dans deux équipes différentes, dans deux stacks différentes, ils se croiseront sûrement jamais et ils parleront sûrement jamais, quoi. Donc les donuts pour matcher aléatoirement, ça aide un petit peu. Moi j'aime beaucoup donuts, ça permet de rencontrer des gens, mais ça suffit pas. Et j'ai l'impression qu'en remote il faut vraiment multiplier les meetings non professionnels, en fait. Comme tu peux pas rentrer dans une personne comme ça après avoir pris ton café, il faut vraiment créer cette opportunité. Et c'est vrai que les devs ont tendance à être tout le temps non, pas des meetings en plus, après comment je fais pour coder. Mais malheureusement il va falloir s'y mettre, et j'essaie de trouver un peu des subterfuges. Maintenant je me questionne là-dessus. Par exemple, j'ai commencé à émettre l'idée de créer une espèce de club de lecture. On a un channel où on parle de bouquins. Il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, mais voilà, hop, quelqu'un lit un bouquin intéressant, il le partage. Ça s'arrête à peu près là. Mais je vais essayer, je pense, à la rentrée en septembre, de vraiment créer un meeting, tu vois, genre toutes les 2 semaines, après le boulot, je sais pas, le mardi à 18h ou un truc comme ça, ou à 17h. Et pendant 1 heure, et puis voilà, quoi, ceux qui veulent joindre peuvent rejoindre et venir discuter un petit peu, et tu vois, pas parler boulot. Alors peut-être ça va être des bouquins qui ont un rapport plus ou moins direct avec le boulot ou quoi que ce soit, mais voilà, essayer de commencer à créer ça, en fait, que les gens ils aient des, pas que des war stories, mais aussi juste voilà, quoi, discuter de sujets communs, etc. Et j'ai l'impression que ça va faire c'est les choses comme ça qui font le succès ou non d'une équipe remote, quoi. Ça va être aussi, j'imagine, avec les RH en train de voir pour créer un peu des expériences collectives. Tu vois, ça peut être sur le sport, tu vois, genre que tout le monde soit sur Stadia, ou Stadia, sur le même sur la même application de sport, et puis qu'on se fasse des petits challenges, ou que sais-je, tu vois, ou des cours de yoga ensemble en remote. Et c'est le genre de choses, je pense, qui crée du lien finalement. Et ce lien-là, voilà, il faut le garder, en fait. C'est juste que
la façon de faire va être différente. Et tu vois, par exemple, c'est là que des trucs comme Slack, avec leur espèce de channels vocaux à la Discord, ça peut avoir pas mal de sens parce que tu te retrouves moins à devoir créer un meeting où du coup les gens se sentent un peu obligés de venir ou pas. Enfin, tu vois, ça fait quand même un truc dans ton calendrier, ça fait vachement professionnel alors que finalement, si t'as juste un rappel dans Slack qui balance à tout le channel. Hey, book club, c'est dans 10 minutes, viens si tu veux. Hop, ceux qui veulent venir, ils se connectent. Et puis voilà, quoi. S'il y a que 2 personnes, bah, limite, s'ils parlent pas de bouquin, c'est pas grave. Et s'il y a 10 personnes, bah, hop, on le fait et c'est parti, quoi. Donc il y a moyen que ce soit un peu plus organique, quoi. Alors là-dessus justement c'est intéressant parce que alors juste pour clarifier, l'entreprise de Julien a une politique de 100% remote et dis-moi si je dis des conneries, mais on est bien d'accord que c'est la politique, c'est même Ouais, c'est pas 100% remote, mais pas loin. En tout cas, la volonté. Enfin, en fait, on a commencé pas 100% remote. Et après, pendant le lockdown, on a commencé à engager des gens en remote. On a vu que ça marchait bien. Et on s'est dit, en fait, il n'y a aucune raison de. D'une part, il n'y a aucune raison de retourner en arrière. Et d'autre part, c'est quand même assez compliqué. Maintenant qu'on a des locaux qui sont de toute façon trop petits pour l'équipe qu'on a et qu'on a une équipe qui est distribuée dans toute l'Europe, quoi. Donc on se considère, en tout cas on embauche quasiment que donc du coup nous c'est un petit peu différent. Donc la boîte est basée sur Londres. Donc quand bien même on est évidemment tous en remote, c'est-à-dire j'ai rejoint la boîte en remote il y a plus d'1 an et on est toujours en remote à cause du Covid. Mais l'idée donc c'est de à terme, quand le gouvernement nous le permettra, et de manière évidemment sécurisée pour tout le monde, de pouvoir revenir physiquement dans les locaux. Donc l'entreprise aimerait qu'on parte sur 3 jours physiquement dans les bureaux, 2 jours en remote. Ce sera discuté puisque les ingénieurs préféreraient avoir l'inverse, c'est-à-dire 2 jours physiquement dans les bureaux et 3 jours en remote. Mais ce sera discuté. Pour l'instant, on a une timeline de 4 mois avant de rediscuter de bureau physique ou de quoi que ce soit. Donc le problème a été repoussé avec évidemment le Delta Plus et ce qui va suivre. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est moins une problématique pour nous, puisque justement, on a déjà pu se réunir quelques fois. Donc sur les 6 mois depuis que l'équipe a été créée, on a dû se rejoindre à peu près 3 fois. Et là, comme les mesures de distanciation sociale sont en train de se réduire de plus en plus, on a pu aller par exemple au pub avec 3 de mes gars jeudi dernier. On aurait dû y retourner, mais on a eu quelqu'un qui a testé positif dans l'équipe, donc on va attendre une semaine de plus. Mais l'idée, par exemple, la semaine prochaine, ce serait d'avoir quasiment toute l'équipe au pub après le boulot. Donc c'est justement intéressant pour nous parce que physiquement les personnes peuvent le se permettre puisqu'on est tous sur Londres, quand bien même on travaille en remote et avant ça, donc là je parle récemment, donc on va dire sur les 4-6 dernières semaines. Avant ça, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours le vendredi après-midi passer 5 heures entre 4h30 5 heures en fonction de si on a des réunions ou pas à avoir. Dans ces cas-là, on va se booker 1h30 avec un meeting qui s'appelle BIOD et non pas BIOB, donc pas Bring Your Own justement BIOD et non pas Bring Your Own Device, mais Bring Your Own Drink. Et justement, donc chacun va venir avec une bière, un whisky, quel que soit ce que les gens veulent boire. Et on va simplement en fait faire des jeux en ligne. Donc par exemple, on a Scribble, on a des petites choses comme ça. Et l'idée vraiment, c'est simplement de juste s'amuser avec les collègues, absolument rien qui est lié au travail. Et jusqu'à maintenant, ça s'est très très bien passé. C'est toujours drôle justement d'avoir l'équipe en off, on va dire, et ça permet justement de faire, j'aime pas trop ce mot, mais du team building, comme on dit, pour vraiment en fait renforcer l'équipe. C'est-à-dire que voilà, à nouveau, on a les war stories d'un côté, mais on a aussi les petites anecdotes drôles. Par exemple, on a un de nos collègues qui nous a appris à travers ce jeu-là qu'on faisait, un des jeux, que quand il était petit, il avait des problèmes de santé parce qu'il buvait en fait les flaques d'eau jusqu'à ses 6 ans. Et ses parents ne le savaient pas, ils le faisaient en cachette, mais voilà, c'est juste un truc tout bête qu'on a appris. Et maintenant, c'est aussi un running gag. On lui dit, ah bon, Will, t'es pas bien, t'as été boire dans les flaques d'eau ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est juste un petit truc drôle. Et justement, on n'aurait pas cette blague si c'était uniquement dans l'environnement de travail. Et fait d'avoir juste cette heure et demie à la fin du vendredi après-midi, c'est très très apprécié par l'équipe. Et c'est, je pense, justement ce qui fait que quand on a des problèmes assez difficiles, l'équipe reste vachement unie, vachement solide, parce que non seulement on s'apprécie au niveau du travail, j'ai la chance d'être avec des ingénieurs que je trouve très talentueux, mais au-delà de ça, on s'entend aussi très bien socialement. Et justement, je pense que c'est en partie parce qu'on a fait ce genre de choses.
Mais c'est vrai qu'avec le remote, ça va être un problème. Et c'est là où, pour l'instant, je suis content des entreprises qui va être assez hybride, en sachant que si on le veut vraiment, on peut organiser un gros événement sur Londres et toute l'entreprise, évidemment, sauf ceux qui sont dans les bureaux en Asie, pourront nous rejoindre. Mais en tout cas, 95% des employés, 90% des employés qui sont sur Londres pourront nous rejoindre. Alors, évidemment, l'équipe, oui, mais même au-delà, par exemple, les commerciaux, sales, ops, quoi que ce soit, pourraient tous nous rejoindre aussi. Et je pense que c'est un gros plus, justement. Et on verra comment ça avance, mais je pense que le full remote va venir avec des difficultés que personne n'avait pensé jusqu'à maintenant. Et je pense que le full remote, c'est-à-dire... quand je parle de full remote, c'est-à-dire 100% remote et on ne se voit physiquement jamais, que ce soit pour le travail ou autre chose, je pense que ça ne marchera tout simplement pas. Maintenant, les entreprises qui font du full remote avec l'idée d'avoir et d'insister fortement sur des événements sociaux quelques fois dans le mois ou même quelques fois par semaine, je pense que c'est ces entreprises-là qui vont réussir parce que justement, ils vont avoir le bénéfice du remote qui est de pouvoir moduler son travail et ses heures de travail comme on l'entend, mais en même temps d'avoir cette possibilité de sociabiliser. Et je pense que même si c'est fait en remote, il y a un moment où les gens ont besoin de se rencontrer physiquement pour en gros mettre un visage qui est dans un petit carré qui apparaît sur nos écrans, sur quelqu'un en physique qu'on voit, qu'on discute, qu'on se tape sur l'épaule. Il y a un contact et je pense que c'est con à dire, mais juste ce contact physique fait qu'il y a aussi quelque chose en plus qui se crée. Donc voilà, c'est un peu mon parti pris là-dessus. Ouais, c'est sûr que nous, en général, historiquement, il y avait des retraites qui étaient organisées pour que les gens passent un peu de temps ensemble et voilà, faire une sorte de... C'est même pas forcément du team building, quoi, mais c'est... indirectement, c'est du team building, mais l'idée, c'est de passer du temps ensemble, d'avoir des trucs à se raconter, quoi, des anecdotes. Et donc évidemment avec le lockdown et tout ça c'est un peu compliqué, mais ça a été compliqué et surtout depuis là depuis le lockdown on a beaucoup grossi, donc maintenant ça veut dire faire se déplacer une centaine de personnes à travers l'Europe à un point central et passer quelques jours ensemble, quoi. Donc l'échelle commence à devenir intéressante aussi. Donc c'est des choses qu'on est en train d'explorer en ce moment, mais on sent bien que tout le monde a bien envie de se voir pour de vrai et discuter et ouais, se faire une idée, tu vois, du vrai gabarit de la personne, de sa vraie voix, tu vois, genre pas juste un avatar, quoi. Donc non, c'est clair que c'est quelque chose... je trouve ça hyper intéressant, enfin, le fait d'être, je me sens un peu pionnier, tu vois, là, dans ce truc-là, tu vois, il y a quasiment personne qui l'avait fait. Après, enfin, il y a des entreprises qui proposent du remote depuis très longtemps, mais c'est pas du full. Et généralement, c'est des énormes boîtes qui ont les moyens de à côté pouvoir aussi organiser les choses avec tous leurs employés. Et ça pourrait être intéressant d'inviter quelqu'un qui a plus d'expérience dans le full remote, tu vois, avant que ce soit la vie d'un développeur remote avant le Covid, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai, quand on y pense, pour rebondir un petit peu, mais c'est vrai que quand on pense au remote, ce qui me vient en tête avant le Covid, c'était quasiment uniquement des contracteurs. Et c'est vrai que des entreprises qui avaient pignon sur rue en étant full remote, je ne peux pas t'en citer une seule. Moi, a posteriori, j'ai l'impression que c'est des boîtes qui avaient compris les bons côtés du remote un peu avant tout le monde, quoi. Le fait de pouvoir créer une équipe internationale et de pouvoir aller chercher les talents sans avoir trop à se soucier de où, comment, ouais. C'est quand même assez fou, quoi. Revenons sur la problématique actuelle. Il me reste juste un point et après on peut passer aux outils, sauf si tu en as d'autres. Du coup, la question que j'avais au niveau des problèmes actuels, quand créer une nouvelle équipe ? C'est un petit peu ça. Alors, j'ai mis 2 pistes de réflexion. Est-ce que c'est par rapport à des métriques qui auraient été mis en place ? C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que voilà, on dit une équipe ne peut pas avoir plus de 6 ingénieurs. Si un 7e, boum, ça suggère qu'on peut potentiellement créer une nouvelle équipe bientôt. Ou est-ce que c'est au niveau du besoin ? C'est-à-dire, on a un besoin particulier, on voit qu'une équipe est déjà, on va dire, au max de sa capacité sur une problématique ou un produit sur lequel ils sont déjà en train de travailler. Est-ce que c'est à ce moment-là où on se dit « Ah,
ce vaudrait le coup d'avoir une nouvelle équipe. Parce que un des principes qui a été mis en avant pour l'instant, mais qui m'a pas vraiment convaincu, c'est de simplement dire, si on a plus d'équipes, on peut faire plus de travail en parallèle. Sur le papier, je pense que c'est vrai. Après, dans l'application, je pense que ça l'est pas tellement, parce que si jamais il y a un produit avec une code base et qu'on a 3 équipes qui essayent de travailler dessus en même temps, je suis sûr et certain que ça va créer plus de problèmes que d'avoir 1 ou 2 équipes, peut-être plus grosses, qui travaillent ensemble sur une même code base et sur un même produit. Qu'est-ce que t'en penses ? Effectivement, posé comme ça, c'est pas une... Non, justement, c'est pour ça, parce que sur le papier, je suis pour les équipes lean, je suis pour paralléliser le travail, évidemment. Mais quand on y réfléchit bien, sachant que dans notre cas, par exemple, on a principalement un produit, on en a un deuxième, mais qui est beaucoup moins policé puisque c'est le back-office, mais on a réellement un produit pour l'instant et on a déjà 2 équipes qui travaillent plus ou moins en parallèle. Et en fait, pour moi, la 3e équipe ne causera que plus de problèmes si on doit travailler tous ensemble, parce que ça veut dire plus de meetings en avance pour être sûr qu'on se marche pas sur les pieds, beaucoup plus de réflexion pour s'assurer que on va pas toucher à quelque chose, que l'autre équipe va retoucher après et qu'on va pas être d'accord sur l'implémentation. En fait, plus j'y pense et plus je vois de problèmes si on part du principe que c'est plus d'équipes qui travaillent sur le même produit. Maintenant, et c'est là où je pense que c'est pour moi la meilleure réponse à pourquoi est-ce qu'on crée une nouvelle équipe, c'est parce qu'on a un nouveau besoin. Et pour moi, un nouveau besoin, ça peut s'exprimer à travers un produit qui est complètement nouveau, une initiative qu'on a envie de lancer, qu'on sait que on pourrait utiliser une équipe existante, mais qui va sûrement devoir continuer à un peu travailler sur le produit existant pour s'assurer que voilà, on improve un petit peu de temps en temps et on s'assure au niveau des bugs qu'il y a une équipe qui s'en sert. À ce moment-là, pour moi, ça a du sens de créer une petite équipe potentiellement pour commencer à travailler sur un nouveau produit, un nouveau projet, une nouvelle idée. Et si de fait ça fonctionne et qu'on a besoin d'aller plus vite, alors on pourrait bouger quelques ingénieurs d'une équipe vers une autre équipe. Et pour moi, ce serait ce qui me paraît aujourd'hui le plus logique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de retourner un peu le problème, en fait ? C'est que peut-être que tu te retrouves dans un cas où effectivement t'embauches parce qu'il y a besoin d'avoir du débit, mais tu te retrouves avec trop de gens qui travaillent sur too many cooks in the kitchen, tu vois, avec trop de cuisiniers dans la cuisine, trop de gens qui travaillent sur le même espace. Est-ce que c'est pas le moment aussi, si tu as quand même besoin de ce débit-là, est-ce que c'est le moment où tu te poses pas la question de ton découpage architecturel ? Est-ce que c'est pas le moment de découper le monolithe au moins, même en gardant le même code base, tu vois, le découper en différents modules, et tu vois, à terme, c'est comme ça que tu vas assez organiquement vers une architecture un peu plus microservice. Finalement, mon take sur les microservices, c'est que d'un point de vue technique, c'est une horreur et ça cause beaucoup de problèmes. C'est assez élégant, mais ça pose beaucoup de problèmes comparé à la solution. Si c'est une solution technique qu'on cherche, en revanche, en termes d'organisation, c'est hyper puissant parce que justement, ça permet d'avoir de redécouper tout le problème, d'avoir des équipes qui sont autonomes, qui travaillent sur leurs petits trucs à elles. Les équipes, elles peuvent ensuite, in fine, développer leur propre culture, etc. S'il y a un service qui est plus important que les autres ou qui devient plus important que les autres, ben on peut continuer à engager des gens pour ce service en particulier. Et si vraiment ça devient le prochain pivot de l'entreprise et que ça devient hyper important, ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen de re-subdiviser ça ? Ouais, non, c'est hyper intéressant comme réflexion. Je pense que, alors, à nouveau, non, c'est carrément une bonne piste. Le problème à nouveau, c'est qu'on n'aura pas assez d'ingénieurs pour se permettre justement d'avoir ce découpage pour l'instant. Donc je pense que pour l'instant, on va faire au mieux, mais c'est vrai que arriver à un point, je pense que ce sera la solution de découper en service, là où on voit du sens. Ouais. Merci, ça me pousse à la réflexion. Ouais, généralement, les microservices, ça a été hyper trendy, tout, mais généralement, maintenant, j'ai l'impression que le consensus, c'est un peu ça, quoi. C'est commencer avec un monolithe, fait une architecture qui est pas trop bancale, qui est quand même un petit peu modulaire, et ensuite, au fur et à mesure des besoins, quand l'équipe grossit, tu divises ça. Donc, finalement, pour revenir à ce que tu disais à la base, plutôt que
plutôt que d'attendre d'avoir un nouveau produit pour créer ton équipe, en fait, tu découpes ton produit toi-même pour faire l'équipe, quoi. C'est un peu l'occasion. Pour le coup, ça a beaucoup de sens. Et à nouveau, je pense que pour nous, ça sera un peu trop tôt. Mais c'est vrai que non, sur le moyen terme, je pense que c'est carrément une bonne idée de préparer ça. Super. On va pouvoir avancer sur les outils de l'épisode. Tu vas nous parler de Miroboard. J'ai tellement failli le mettre. Je me doute, justement, je l'ai mis parce que tu ne l'as pas mis. D'ailleurs, j'en aurai un autre à présenter le mois prochain. Spoiler alerte, c'est quasiment la même chose. Donc du coup, Miroboard, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait, ça permet, alors je l'utilise principalement avec mon équipe pour les rétrospectives, mais ça marche aussi très bien pour quand on fait des whiteboard sessions, donc quand on a un problème architectural ou simplement quand on se met d'accord sur le contrat entre le front-end et le back-end sur les interfaces ou des choses comme ça. En fait, ça permet tout simplement d'avoir un tableau blanc avec énormément d'options. On peut faire à peu près n'importe quoi sur ce board-là, rajouter des photos, faire des formes, rajouter des vidéos, mettre des gifs, n'importe quoi auquel on peut penser, c'est disponible. Par exemple, tout ce qui va être aussi de rajouter du dot voting qu'on fait normalement physiquement avec un marqueur sur nos pendant les rétrospectives, ça va permettre de le faire. Donc il y a vraiment sky is the limit, j'ai envie de dire. C'est vraiment quoi que ce soit qu'on puisse penser, on peut le faire. Ce qui permet justement beaucoup d'exercices où on se sent limité à cause du remote. Je trouve que Miro, ça permet pas mal de faire le pont entre les deux. Évidemment, c'est du temps réel, possibilité infinie. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il y a un freemium jusqu'à 3 boards, sachant qu'un board, ils sont tellement grands que nous, par exemple, on pourrait se permettre de payer, mais on risque de passer sur l'outil dont je parle la prochaine fois. Mais en tout cas, pour l'instant, ça nous a permis en fait d'avoir un board qui est par équipe. Sachant qu'on a que 2 équipes, c'est parfait. Et sur ce board-là, on va avoir nos rétros, on va avoir les whiteboard sessions, on va avoir plein d'autres trucs qui viennent avec. Dès qu'on a besoin de mettre sur papier, j'ai envie de dire, un process, et on va pouvoir le faire sur Miro aussi. Et sur un seul board, on peut faire énormément de choses puisqu'ils sont quasiment... on peut aller jusqu'à quasiment l'infini avec le canvas qui est proposé. Donc voilà, c'est mon outil pour ce mois-ci. Oui, c'est dingue, vous utilisez un board par équipe et vous le modifiez, vous rajoutez des couches et des couches et des couches dessus. C'est ça en fait. Alors si tu ouvres le board, sur la partie droite on a les rétros, en haut à gauche c'est le whiteboard et en bas à gauche c'est ce que veulent les gens. Si jamais tu as besoin d'un board où tu peux sketcher ce que tu veux, tu vas sur le board d'Enterprise qui est le nom de notre équipe et tu sais que le bottom left c'est pour toi, tu peux faire ce que tu veux dedans. C'est pas mal, j'aime bien ça. Je m'étais un petit peu penché sur cette question d'avoir un truc permanent. On m'a partagé un outil alors dont j'ai plus le nom en tête, mais qui était un petit peu ça. C'était une sorte de... Ça a vraiment vocation à être un tableau blanc permanent pour une équipe ou pour peu importe, où tu peux mettre des news, tu vois, comme tu auras un tableau d'affichage, tu vois, dans une entreprise. Et moi j'aime beaucoup l'idée, mais je me demande juste à quel point les gens vont l'utiliser, tu vois, à l'échelle d'une entreprise ou même d'une équipe. Si ça sort un petit peu comme ça de nulle part, j'ai peur que l'adoption soit pas folle. Mais le fait de faire des cérémonies agiles dessus, c'est pas mal pour l'adoption en fait. Ça m'intéresse. Non, on utilise Miro aussi. Et en fait, je connaissais pas du tout avant d'arriver à Swissborg et ça m'a explosé la tête quoi. C'est génial, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Si tu veux 50 post-it virtuels, tu fais 3 clics, tu as un template pour ça, paf, t'as tes post-it qui arrivent. Tu peux vraiment tout faire et vraiment hyper facilement. Il y a des tonnes de templates pour tout et n'importe quoi, mais surtout tout. C'est vraiment un super outil. Je trouve que ça a tendance à tirer un peu sur les ressources de l'ordi quand même, parce que c'est dans le navigateur et quand il y a beaucoup de gens sur un gros board, j'ai l'impression que ça souffle un peu. Pour ceux qui ont un iPad, ça marche hyper bien avec l'iPad aussi. C'est compatible avec l'Apple Pencil et tout. Tu peux vraiment faire des trucs super cool. Qu'en est-il de ton outil, Julien, pour ça? Alors mon outil, moi c'est un tout petit outil, mais petit mais puissant. Alors ça vient d'une problématique que j'ai avec mon équipe, avec plusieurs équipes. En fait, c'est l'idée, le besoin d'avoir un peu des checklists. Alors ça
ça vient un peu, voilà, ça peut être de la definition of done si tu parles de Scrum, ou ça peut être des policies si tu parles de Kanban. On avait ce besoin un peu, dans tous les cas, de juste d'avoir une checklist pour un peu du sanity check, quoi, pour se dire ok, je suis certain de rien avoir oublié, parce que parfois tu te dis ok, bon, ce truc là, hop, c'est fini, terminé, et puis 3 jours après il y a l'équipe support qui te dit attendez, qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi ça? Il dit merde. Et donc en fait, sans les checklists, la solution un peu bête et méchante, c'est de rajouter une colonne dans Jira et puis c'est parti, quoi. Sauf que bon, c'est pas foufou, c'est, en termes de Kanban, c'est pas terrible. Et surtout, dans Kanban, il y a un truc qui s'appelle les policies, qui sont exactement ça, c'est des checklists que tu es censé passer à chaque fois que tu bouges d'une colonne à une autre. Et je n'arrivais pas à trouver ça pour Jira. Alors il y a des façons de faire ça à la main en faisant des fields custom et tout, un enfer. J'ai rapidement abandonné. Et je trouvais, du coup, en farfouillant un peu dans les apps de Jira, dans les espèces de plugins payants ou gratuits, je trouvais que des trucs payants et ça me plaisait pas trop. Et en fait, François, que je salue, a trouvé ce plugin donc, qui s'appelle Issue Checklist for Jira Free, qui, comme son nom l'indique, est gratuit. Et qui fait très bien le café, hein. Je sais pas trop ce que fait la version payante, mais la version gratuite elle est très bien. Et du coup tu peux rajouter des checklists. Alors tu peux faire des checklists, tu peux faire des templates de checklists, hein, donc comme ça va les rajouter, avec tout ce qu'il faut, donc tu auras toujours ce que tu veux. Tu peux en ajouter plusieurs sur un ticket ou sur une Epic ou une user story, ce que tu veux, donc tu peux en avoir une pour la definition of done, une pour je sais pas, un déploiement en production, ce que tu veux. Et surtout, tu peux rajouter des conditions sur les transitions. En fait, quand tu vas dans ton flow Jira, tu peux dire, voilà, la transition de telle colonne à telle colonne, et il faut que toutes les boîtes de cette checklist, elles soient cochées. Et du coup, si tu le fais, si tu le fais pas, tu vas avoir un petit message rouge qui te dit ah non, et puis hop, ça te remet ta carte dans la colonne où c'était avant. Donc très pratique, parce que là du coup ça rajoute pas trop de bruit, mais en même temps c'est petit mais puissant, quoi, parce que voilà, quoi, quand tu t'oublies forcément de regarder la checklist avant de bouger ta carte dans Done. Par contre, Jira, il oubliera jamais de te dire non, t'as pas tout coché. Et du coup, t'es obligé au moins de te faire un effort intellectuel de dire ok, est-ce que je l'ai fait, est-ce que j'ai contacté, est-ce que je peux pas mettre à jour cette doc, donc voilà, c'est gratuit, profitez-en. Il y a le lien dans les notes de l'émission, pareil pour Miroboard, mais voilà, je vous le conseille. Bien, on va conclure cet épisode qui est assez juicy, mine de... J'espère que ça vous aura plu. Avant de finir, Pierre, est-ce qu'on peut te retrouver sur ton nouveau site? Non, pas encore. Ça va venir. Comme toujours, d'abord le pub et ensuite LinkedIn pour me retrouver, et le site devrait pas tarder à arriver. Yay. J'en dis pas plus pour l'instant. Quant à moi, je vous conseille d'aller sur julien.deret.fr si vous voulez communiquer avec moi. Vous trouvez tous mes liens, tous mes projets. Et merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, on vous invite évidemment à nous laisser une note sur sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes sur lesquelles vous pourriez nous trouver. En attendant, on se retrouve le mois prochain. Alors le mois prochain, c'est le mois d'août. L'épisode sortira sûrement en milieu de mois, un peu comme on peut. Mais bon, c'est les podcasts, l'été c'est toujours un peu comme ça. Ça nous fait une bonne excuse. Et voilà, bon été à tous. Et puis salut Pierre. Merci, bon été à tous aussi. Salut Julien.